Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Le régime vénézuélien a-t-il failli s'effondrer cette semaine? 2 jours de confusion. Nicolás Maduro a résisté à une nouvelle offensive de son opposant, Juan Guaidó. Le président contesté sort-il affaibli? Quel rôle ont joué les parrains américains et russes? La crise post-électorale peut-elle durablement basculer dans la violence au Bénin? Le camp présidentiel se partage les voix des législatives en l'absence de l'opposition qui demande de nouvelles élections inclusives. La démocratie béninoise a-t-elle du plomb dans l'aile? Au Soudan, les militaires laisseront-ils le pouvoir aux civils? L'Union africaine leur donne un nouvel ultimatum de 2 mois. Quelle forme prendra la transition? Cette expérience démocratique contrarie-t-elle certains pays du continent africain? Bienvenue dans l'ère Reiwa. Au Japon, l'abdication d'Akihito au profit de son fils Naruhito marque-t-elle un moment charnière pour la société? Le pays fait face à de nombreux défis, notamment démographiques. Le Japon doit-il se réinventer au risque de disparaître petit à petit? Voici le sommaire, on en parle tout de suite avec nos kiosqueurs. Louis Comayou, président du Club de l'information africaine, tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Messager, Mutation, de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télésud. Patrick Valélian, fondateur et rédacteur en chef de 7, un MOOC trimestriel qui propose les meilleures histoires du site internet 7.info, historien et géographe de formation avant d'entamer une carrière de journaliste en Suisse. Enfin, Sabine Sessou, journaliste indépendante. Vous collaborez notamment au mensuel français Le Monde Diplomatique et au site internet de RFI. Auparavant, correspondante à Johannesburg, puis ancien reporter Afrique pour le quotidien français Libération. Et puis, nous retrouverons tout à l'heure Georges Baumgartner, correspondant de la télévision et de la radio suisse romande à Tokyo, qu'on retrouve donc en fin d'émission. Merci déjà à vous 3 d'être ici en plateau pour démarrer. Le Venezuela s'est encore enfoncé dans la confusion cette semaine. Le président contesté, Nicolás Maduro, assure avoir contré la tentative de putsch portée par son opposant, le chef de l'État autoproclamé Juan Guaidó. La phase finale de l'opération Liberté, c'est son nom, a débuté mardi à l'aube par cette vidéo de Juan Guaidó entouré de plusieurs militaires de la garde nationale bolivarienne. Aujourd'hui, en tant que président en charge du Venezuela et commandant en chef légitime des forces armées, j'appelle tous les soldats, tous et toutes de la famille militaire, à nous accompagner dans cet exploit, comme nous l'avons toujours fait dans le cadre de la Constitution, dans le cadre de la lutte non violente que nous avons toujours menée. Nous appelons depuis la base aérienne de la Carlota à accompagner ce processus pour la fin définitive de l'usurpation. Je veux vous féliciter, forces armées, pour l'attitude ferme, loyale, courageuse et l'énorme sagesse avec laquelle vous avez géré la situation et mis en échec ce petit groupe qui comptait répandre la violence à travers cette escarmouche putschiste. Avant même la mi-journée mardi, il devient clair que l'opération a échoué. Nicolás Maduro a résisté à une nouvelle offensive de Juan Guaidó. La question qui se pose tout de même, Louis, c'est est-ce que cette semaine, le régime a failli s'effondrer? Non, je pense que nous sommes dans une espèce de Syrie version Amérique latine et surtout d'une prolongation de la guerre froide qu'on croyait terminée depuis la chute du mur de Berlin et qui semble se poursuivre là sur le terrain de l'Amérique latine avec ce bras de fer entre les États-Unis et la Russie. Visiblement, même si le communisme n'est plus aussi triomphant qu'il l'a été dans les périodes de la guerre froide, on se rend compte que la Russie, quand elle s'y met, peut opposer une résistance. Et donc, le modèle à la fois ultralibéral et gendarme du monde des États-Unis semble prendre du plomb dans l'aile. Il y a eu une première tentative en passant par la Colombie de faire entrer des vivres pour aider les populations vénézuéliennes qui n'avaient pas marché. Là, on a une deuxième tentative qui fait également pchit. C'est à croire que c'est très mal préparé parce que en regardant les difficultés dans lesquelles le pays s'est embourbé et en voyant les voisins qu'il a autour de lui et qui sont plutôt pro-américains, ce qui aurait pu faciliter le renversement, on se dit que ou c'est mal préparé, ou ils sont mieux préparés en face que ne l'est Juan Guaidó. C'est un peu la question qu'on se pose, parce que selon Washington, le contact aurait été établi avec plusieurs généraux et personnalités importantes du régime, qui auraient fait marche arrière au dernier moment. On peut se demander pourquoi cette opération Liberté, en effet, n'a pas marché.
Moi, j'ai l'impression, tant que l'armée est derrière Maduro, Maduro ne tombera pas, en tout cas pas si facilement, et sans intervention militaire. Et les Américains en ont quand même parlé cette semaine, en disant aux Chinois et aux Russes, pas touche encore, et ça reste encore notre zone d'activité, et zone politique et zone économique. Tant que les Américains n'interviennent pas militairement sur le terrain, ça va être compliqué. Et ils pourraient le faire, parce que c'est la menace que Donald Trump agite depuis le début de la crise, en début d'année, de dire attention, on pourrait intervenir militairement. C'est assez j'entends, on est dans une cocotte minute. On peut estimer que ça peut exploser à un moment donné ou pas. Est-ce qu'il faut intervenir militairement? Je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais le fait que les Américains menacent, c'est quand même un signe quand même que Washington commence un tout petit peu à perdre patience. Mais bon, c'est surtout que dans ce jardin-là, c'est quand même une zone qui a été un jardin des États-Unis. Ils venaient y jouer comme ils le voulaient, oui. Et là, on se rend compte que ce n'est plus si facile que cela aujourd'hui de venir planter son drapeau au Venezuela. C'est ça surtout que je remarque, parce que la détestation que les Vénézuéliens ont des Américains est si forte que j'ai l'impression que l'adhésion à Juan Guaidó, si elle ne porte pas, c'est aussi par rapport à ces ressentiments que les Vénézuéliens ont vis-à-vis des Américains. Il y a plusieurs années de chavisme qui sont passées par là, et je pense que c'est cet héritage-là qui permet aujourd'hui à son successeur de tenir face à la pression des Yankees. Mais est-ce que ça veut dire par ailleurs qu'il y a un amour pour la Russie? Puisque ce que dit Washington aussi cette semaine, c'est que Nicolás Maduro aurait été visiblement prêt à partir, un avion sur les tarmacs, etc. Et que c'est Moscou qui lui aurait dit de rester, et des informations qui sont compliquées à vérifier évidemment. Quel rôle joue la Russie? Est-ce qu'il y a un amour des Vénézuéliens pour les Russes? La Russie est en train de jouer le rôle que jouait la communauté des pays dits non alignés à un certain moment où on se disait, s'il y a plus fort que les Américains, c'est très bien parce que ça rééquilibre les forces. Et là, on est dans un rééquilibrage des forces qui est en train de s'opérer sur le terrain à la faveur de l'intervention russe. On l'a déjà vu en Syrie, on le voit en République centrafricaine de façon différente, mais là, sur le terrain vénézuélien, visiblement, c'est un match qui se poursuit entre les pays de l'OTAN et plus précisément les États-Unis et la Russie. Sabine ? Je pense que ça donne l'impression que la nature a vraiment horreur du vide et que la puissance des États-Unis est contrebalancée par la puissance russe, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi une sorte de vide politique au Venezuela où il n'y a pas d'alternative endogène crédible et tout se joue sur des bases très fragiles. Ça fait penser un peu à l'Afrique d'ailleurs, cette espèce d'absence d'alternative. Alors, comme alternative, il y a Juan Guaidó qui essaie de s'imposer. Sa stratégie, visiblement, c'est de maintenir la pression, d'essayer de gagner au compte-gouttes un certain nombre de militaires. Est-ce que plus le temps passe, vous dites, vous, qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, est-ce que plus le temps passe, moins il est convaincant, en fait? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Je veux dire, aujourd'hui, les gens vont commencer à avoir faim. Clairement, quand on a un salaire minimal à $7 par mois, c'est déjà le cas en Venezuela. C'est intenable. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus rien. Donc je pense que le fait d'avoir fermé la cocotte minute, de laisser finalement sortir un petit peu les forces de gauche et de droite, à un moment donné, le peuple va en avoir assez et va demander du changement. C'est pas possible autrement. Et là, encore une fois, je remets en contexte aussi les investissements militaires, soit des Américains, soit des Russes. On ne joue pas dans les mêmes ligues. Les Américains ont 800 milliards par année d'investissements militaires. Les Russes, 100 milliards. Je pense que les Russes sont plutôt là pour un petit peu titiller les Américains. Mais si les Américains décident à un moment donné d'intervenir, il n'y aura pas de discussion. Ça va Moi, je pense que c'est l'option la moins probable, celle d'une intervention militaire. Je ne dis pas qu'ils veulent intervenir. Mais s'il y avait le besoin d'eux, ils le feraient. Et je pense qu'avec le temps, c'est quand même eux qui, finalement, avec cette politique aussi du pire, quoi. Il faut l'appeler comme elle est. C'est vraiment la politique du pire. C'est vraiment gagnant-gagnant pour eux, quoi. Parce que quand on regarde aujourd'hui la configuration économique, c'est une vraie guerre économique qui est menée contre le Venezuela depuis les années Chavez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains ont tellement asphyxié. On a l'impression que c'est un bois qui est en train d'asphyxier le Venezuela et qu'à n'importe quel moment, ils pourraient décider de donner le dernier coup qui permet de tuer le pays. Et malgré cela, le régime ne tombe pas. Il y a un troisième larron dont on ne parle pas beaucoup, c'est Cuba, qui est également pas très loin et qui a été un partenaire de choix pour le Venezuela dans les années difficiles. Donc je pense que la coalition entre les Russes, le Cuba et la Chine fait que même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, il y en a suffisamment pour que le régime continue de tenir, d'honorer
à minima ses engagements et donc de ne pas faire face à quelque chose d'humiliant et de renversant comme un coup d'État ou un changement de régime brutal qui viendrait de l'extérieur. Et c'est d'autant plus intéressant qu'au niveau du Brésil, où quelque chose d'important pouvait se produire, le régime est en déconfiture. Quelques mois après son élection, Bolsonaro n'est plus au niveau de popularité qui était le sien et qui lui aurait permis, là pour le coup, d'avoir une légitimité pour se projeter vers le Venezuela et changer la donne sur le terrain. On a vu que les opposants et les chavistes ont manifesté le 1er mai. Ça s'est joué en 2 séquences, tentative de coup d'État, si on peut appeler ça comme ça, le mardi, mercredi, grande manifestation. Là, après cette semaine, de quel côté penche le rapport de force ? Je crois que c'est plus quand même du côté de Maduro, parce que le timing a été très mauvais, de mon point de vue. Choisir le 1er mai, qui est quand même le symbole de la fête du travail, symbole communiste par excellence, ce qui permet au président de faire une sortie derrière et de contrer, balayer carrément ce qui s'est passé. Je pense que c'était un timing qui était très mauvais. Aujourd'hui, après coup, on peut toujours analyser et dire que c'était mauvais, mais je pense que fondamentalement, c'était un mauvais choix. Il n'a pas compris qu'il était en face d'un régime aujourd'hui qui tient quand même à des symboles. Et l'un de ces symboles, c'est quand même la valeur travail. Et donc, choisir le 1er mai pour une manifestation, ça me semble léger. Il a raté son coup, il s'est fait contrer. On a vu les manifestations géantes qu'il y a eu après. Je pense qu'il aurait dû choisir un autre moment et avoir d'autres moyens d'intervention que d'essayer par l'armée, alors que le contexte ne permet pas aujourd'hui de renverser véritablement le président. Les opposants à Nicolas Maduro disent quand même, eux, que malgré tout, en effet, le coup d'État n'est pas arrivé à son terme, mais qu'il est affaibli quand même, qu'on a vu des dissensions au sein du régime, puisqu'on évoque, c'était un papier du Washington Post qui évoquait 3 importantes figures du régime qui auraient été sur le point de basculer. Est-ce qu'il est affaibli, Nicolas Maduro, après cette semaine ? Moi, c'est mon intuition en tout cas, et c'est vrai que ce qu'on a pu lire, effectivement, plaide plutôt pour l'affaiblissement du régime actuel. Par contre, il tient de nouveau, parce que l'armée le fait tenir. On l'a vu en Égypte, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Algérie. L'armée a intérêt à tenir parce qu'elle tient l'économie finalement et tient le pays. Et tant que ce personnage-là est utile, tant qu'on a un clown utile à la tête du pays, on va le garder. Après, est-ce que, en même temps, ces bruits de couloir n'indiquent pas qu'il y a des négociations aujourd'hui avec les Américains ou avec peut-être les Européens qui sont très finalement absents de cette histoire-là, ou les Indiens, il y a aussi des intérêts indiens, il y a aussi des intérêts chinois, il y a des intérêts aussi effectivement du Brésil. Enfin, il y a pas mal de pays qui sont concernés quand même par le Venezuela. Ça, c'est encore à voir, mais c'est vrai que on sent que quelque chose se trame, ça c'est sûr. Parce qu'il y a encore quelques semaines, Maduro semblait beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. On peut dire que c'est aujourd'hui, pour résumer, Sabine, un vrai point chaud d'une guerre d'influence qui est une guerre planétaire aujourd'hui. On ne peut pas ne pas s'intéresser au Venezuela. Oui, et ça ne concerne pas seulement le Venezuela. On observe des jeux d'influence très compliqués dans la péninsule arabique, comme d'habitude, mais qui débordent sur la mer Rouge. Et voilà. Oui, pour conclure. Oui, et il y a cette facture humanitaire qu'il faudrait régler de toute façon, parce que de plus en plus, de moins en moins, nous voyons les colonnes qui montent vers les États-Unis, mais à un certain moment, il faudrait bien résoudre ce problème, parce que quand les Vénézuéliens partent, ils ne partent pas directement du Venezuela pour les États-Unis, ils passent par des pays voisins, et si ces pays voisins sont gênés par ces troupes de personnes qui les traversent, je crois qu'elles seront de moins en moins collaboratives vis-à-vis des États-Unis, ou alors qu'elles aideront peut-être les États-Unis à renverser la situation. Mais je pense que Maduro a été fondamentalement mauvais dans sa gestion après Chavez, et que aujourd'hui, ce qui se produit est la facture de cela aussi. Il n'a pas eu la vision qui avait été celle de Chavez. Il n'a pas su, par exemple, diversifier au niveau de son pétrole, même si les prix vont remonter d'après ce que nous disent les marchés. Il n'a pas su diversifier, il n'a pas su surtout être indépendant vis-à-vis des États-Unis pour pouvoir garantir à la fois sa liberté, son indépendance énergétique et son indépendance vis-à-vis de la raffinerie américaine. Qui est toujours le cas, et on précisera justement que ces Vénézuéliens qui quittent pour l'instant restent principalement dans les pays alentours. 10 millions de pourcents d'inflation selon les estimations du FMI cette année. Et donc après l'échec du soulèvement militaire, Juan Guaidó appelle maintenant à une grève générale, à voir si elle sera suivie et sous quelle forme.
Cela fait maintenant des mois que la tension monte au Bénin jusqu'à ces élections de dimanche. Même après le vote, l'opposition, exclue du scrutin, a tenté d'interrompre le processus électoral. L'armée est finalement entrée en scène cette semaine dans des violences post-électorales inédites. Des rafales de tirs d'armes automatiques. Visés, des civils qui se donnent du courage comme ils peuvent. Ce jeudi encore, ils sont venus par centaines faire masse dans le quartier de Kadjehoun. Plusieurs ont pris des balles, parfois mortelles. Les autorités assurent que depuis la fin de l'après-midi, la zone est sous contrôle. La route de l'échangeur est totalement bouclée. Comme la veille, le point de ralliement des manifestants était le domicile de l'ex-président Boni Yayi, devenu le symbole de l'opposition à l'actuel chef de l'État, Patrice Talon. On continue. Nous n'avons pas fait de la prison. La prison est faite pas pour les chiens, c'est pour les hommes comme nous. La démocratie est chère pour nous, peuple béninois. C'est pourquoi on s'est levé. Des barricades pour protéger la démocratie, incarnées pour ces hommes par Thomas Boni Yayi. Mercredi déjà, ils se sont rassemblés autour de sa résidence après que l'armée l'a encerclé. La rumeur enflait autour d'une possible arrestation de l'ancien chef de l'État, quelques heures après la proclamation des résultats préliminaires des législatives de dimanche. Avec d'autres opposants, Thomas Boni Yayi avait exigé que la présidence suspende le processus électoral. Car pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, l'opposition n'était pas représentée lors de ces législatives. Les autorités ne comptent visiblement rien céder. Après avoir bloqué Internet, elles ont appelé au calme sur les réseaux sociaux. Le président Patrice Talon est accusé d'avoir engagé un tournant autoritaire au Bénin, pays modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Est-ce que la démocratie est sérieusement mise à mal après ce qui s'est passé cette semaine au Bénin ? Manifestement oui, et pas seulement cette semaine, puisqu'on a vu avant l'organisation des législatives les 5 principaux partis d'opposition disqualifiés d'office par la commission électorale. Donc Talon va... Suite à une loi électorale, donc ça fait quelques mois que tout ça est oui, en train de monter. C'est une accumulation de frustration et de dérive, effectivement. Mais, dérive autoritaire, vous diriez ça ? Je pense qu'il y a une dérive autoritaire, c'est clair. On n'a jamais vu des militaires depuis des années tirer... Même sous Kérékou, même ça se sous passait Kérékou, qui était un militaire pur et dur au pouvoir. On n'a jamais vu des militaires tirer sur des citoyens au Bénin. Et je pense que le principal garde-fou de la démocratie béninoise, c'est le peuple lui-même. Et je crois que, comme au Sénégal, il y a un tel esprit démocratique au Bénin que le peuple va se battre pour sa constitution, ses institutions et sa liberté surtout. On parle du Bénin comme d'un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest, une alternance depuis 1990. C'est pour ça aussi que ces images sont aussi frappantes cette semaine ? C'est d'autant plus frappant qu'il faut quand même se dire que c'est le premier pays africain qui a inventé la conférence nationale souveraine. C'était bien avant le discours de la Baule, mais ça allait dans ce sens-là. C'est un pays qui était sous communisme, sous un régime communiste et militaire, avec Mathieu Kérékou. Et quand la volonté du peuple a été dans le sens d'une libéralisation de la vie politique, il y a eu cette organisation de la conférence nationale souveraine qui a permis qu'on passe d'une économie très étatisée vers une économie de marché sans à-coups pratiquement. Et donc c'est ça qui faisait la spécificité du modèle béninois. La pression n'est pas venue de l'extérieur, il y a un vent qui a soufflé, mais le président en place a compris que historiquement, il y avait quelque chose à régler et donc il l'a fait avec les forces vives de la nation. Et donc aujourd'hui, se retrouver dans le même pays avec l'impossibilité pour le président de l'Assemblée nationale de se représenter comme député, le vice-président ne peut pas se représenter comme député. Le premier soutien du président, qui était Sébastien Javon, se retrouve à l'extérieur, exilé parce qu'il ne veut pas subir une justice qui lui semble aux ordres. Et le deuxième, c'est-à-dire tout le podium de la présidentielle est hors du pays pour des raisons de justice. C'est quand même impressionnant. Sabine. Je crois qu'il y a deux axes d'analyse à développer sur le Bénin. Le premier, c'est que... Les hommes d'affaires qui arrivent au pouvoir représentent un espoir en Afrique, un renouvellement de la classe politique. Patrice Talon, sa légitimité, c'est d'avoir réussi dans les affaires et d'avoir eu un duel
vraiment une lutte fratricide avec son ancien allié Yahi Boni, qui l'a évincé de toutes les affaires qu'il avait. Et la revanche de Patrice Talon, aujourd'hui, c'est de privatiser le pays. Et il reproduit à la fois les travers des chefs d'État africains qui pensent que leur pays leur appartient, que c'est leur terrain de jeu, qu'ils ont droit de vie et de mort sur leurs concitoyens, mais il invente aussi un modèle de privatisation de la gestion d'un pays où il écarte, comme s'il était dans un conseil d'administration, les actionnaires qui ne lui plaisent pas. Et ça, c'est assez frappant. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est une vraie régression, mais elle est centrée autour d'égos. C'est les égos de deux personnes qui s'affrontent depuis des années. C'est Yahi Boni et Patrice Talon. Ça ne veut pas dire que la nature du système béninois est corrompue jusqu'à la moelle. Je crois qu'il y a des sérieuses raisons d'espérer. Et je voulais juste rappeler que c'est un pays qui a connu plusieurs alternances et qui a donné l'exemple. Depuis 1990. Voilà. Mais ce qu'il faut aussi dire, je voudrais juste compléter deux petites choses avant qu'on poursuive, c'est que l'initiative de cette loi n'est pas de Patrice Talon. Il a hérité d'une loi qui avait été débattue bien avant son élection et dans la gestion qui a été la sienne, ce qu'on lui reproche le plus, c'est pas qu'il ait initié cette loi. Elle a été votée, massivement votée par des députés avec lesquels il n'avait aucun rapport. Mais ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre la température et se dire qu'on n'exclut pas du jeu politique des personnes. Regardez en Côte d'Ivoire, par exemple, quand il y a eu le blocage sur la crise où on pouvait avoir ni Konan Bédié ni Alassane Ouattara candidat, c'est Laurent Gbagbo qui a signé pour que ces deux hommes puissent être candidats. Il aurait pu faire la même chose. On aurait fait l'économie de la crise politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Un président qui fait une grosse erreur d'appréciation, quel commentaire ça vous inspire, Patrick ? Ça me fait, la montée en puissance des affairistes me fait aussi penser à ce qu'on a pu voir en Égypte, ce qu'on a pu voir aussi en Syrie, dans d'autres pays. Il y a toujours, à un moment donné, aussi des tensions entre l'économie et la politique. Et on a toujours le même problème. C'est quand l'économie est trop puissante et que la politique n'est pas assez puissante, on se rend compte aussi qu'il y a des tensions. À ce niveau-là, je pense que... moi, ce que j'ai comme impression en écoutant et en lisant des choses sur le Bénin, c'est que ce pays est assez fort pour trouver ses solutions lui-même. Ceci dit, les images de ces derniers jours nous font quand même craindre un embrasement de la situation. C'est la question à laquelle j'allais venir, justement. C'est est-ce qu'avec ces images qu'on a vues là, est-ce que cette crise post-électorale peut devenir violente, rester violente durablement ? À mon avis, non, parce que les contre-pouvoirs au Bénin sont très puissants. C'est une vraie démocratie, j'insiste là-dessus. Il y a les syndicats, la presse, un élan démocratique, une nature profondément démocratique et enracinée. Donc, Mais quelle sortie de crise alors ? Parce que, dites-moi si je me trompe, une fois que les députés sont élus, le président n'a pas le pouvoir de révoquer le Parlement. Donc ça veut dire que les députés qui ont été élus là sont là pour 4 ans ? Patrice Talon va à l'encontre du vent de l'histoire. Je veux dire, il n'y a plus que 11 ou 12 pays en Afrique où les présidents font à peu près ce qu'ils veulent. Il va se retrouver sous la pression de ses voisins, de la communauté africaine, de la communauté internationale. Et il y a aussi des garde-fous extérieurs qui vont faire qu'il va y avoir, j'espère, une négociation. Mais négocier quoi ? Non, ils vont négocier un gouvernement inclusif parce qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a validé les élections. Avec 23% de toute participation, ça fait quand même une abstention de plus de 80%. On ne peut pas annuler ces élections, comme le demande l'opposition, refaire voter, etc. Ça, c'est fini. C'est une question d'ego pour Talon. Je veux dire, quand on l'écoute parler, ce monsieur, c'est presque un Napoléon, quoi. Ce monsieur a un ego surdimensionné et je pense que la dérive vient largement de là, comme la dérive précédente sous Yahi Boni avec des essors ahurissants de la corruption venait aussi de sa personnalité. Yahi Boni, à la fin de son mandat, n'était plus apte à gouverner. C'était clair. Et maintenant, le pays, si le pays s'enfonce dans la crise, il ne sera pas gouvernable. Moi, ce que je redoute, c'est que le voisin togolais déteigne sur le Bénin et qu'on négocie avec une opposition finalement affaiblie, qu'on a vraiment meurtri, des accords politiques qui ne seront pas respectés, pas considérés et qui est un bras de fer latent, continu pendant des années, avec comme enjeu
le deuxième mandat. Patrice Talon a promis lors de son élection qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Et ben maintenant, comme tous les présidents qui promettent de ne pas rester longtemps au pouvoir, il trouve que c'est pas mal pour lui et il veut rester. D'un mot vraiment pour conclure, optimiste ou pas concernant la situation au Bénin ? Optimiste quand même, parce que mine de rien, les voisins sont en train de se mêler de cette question. La CEDEAO s'est prononcée défavorablement pour le gouvernement. Le Togo n'est pas très favorable non plus. On a également autour de cette question-là l'enjeu de pouvoir réconcilier, parce que ce que je remarque et qui me surprend, c'est que le candidat Lionel Zinsou, qui est parti dégoûté de la vie politique, s'est reprononcé. Thomas Yahi Boni, qui semblait avoir été chassé pour ne plus jamais revenir, reprend des couleurs. Donc je pense que toute l'intrigue de l'élection est relancée. On ne sait pas concrètement qui se présentera dans 2 ans à la présidentielle. Et je pense qu'en rebattant les cartes, comme Talon le fait, la vie politique sera très trépignante dans les prochaines années au Bénin. Et pour suivre l'évolution de cette crise politique au Bénin, je vous renvoie évidemment chez nous sur TV5 Monde vers le journal Afrique. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Louis Kemayou du Club de l'information africaine, Patrick Valélian de 7.info et avec la journaliste indépendante Sabine Sessou. 2 mois pour remettre le pouvoir aux civils. L'Union africaine durcit à nouveau le ton contre le conseil militaire au Soudan. La population, avide de transition politique, maintient la pression. À Khartoum, ils sont des centaines venus des 4 coins du pays à grossir chaque jour un peu plus les rangs des manifestants. Parmi eux, ces Soudanais originaires du Darfour. Ceux-là, peut-être plus que tous les autres, ne veulent plus entendre parler des militaires. Le conseil militaire est devenu complice et ne veut pas donner suite à nos exigences en tant que peuple soudanais. Nous leur envoyons ce message. Bourhan, vous aussi vous allez tomber. Pour eux, le nouvel homme fort du pays et les militaires encore en place sont complices, voire responsables de la guerre au Darfour. Là-bas, le général est accusé d'avoir recruté les milices et favorisé des crimes de guerre. Et dans cette partie du pays, jamais on ne pourra plus faire confiance à un gouvernement dirigé par Abdel Fattah al-Bourhan. Un sentiment désormais partagé par nombre de protestataires soudanais, alors que les négociations sur le Conseil conjoint de transition sont dans l'impasse. L'armée maintient que le conseil conjoint devrait être dirigé par les militaires avec une représentation civile, ce qui signifie que le conseil militaire veut rester au pouvoir. Le peut-il encore, alors que l'Union africaine vient de lui adresser un nouvel ultimatum, 2 mois pour remettre le pouvoir aux civils. Mais le mouvement de contestation emmené par l'association des professionnels restera-t-il uni jusque-là ? Alors que les manifestants restent accrochés à leurs barricades malgré la pression des militaires, des voix s'élèvent pour les mettre en garde. Si nous provoquons les forces armées qui ont contribué au changement, nous allons nous attirer des ennuis. Mais si nous présentons une forme crédible et viable de gouvernement civil, je pense que oui, l'armée remettra le pouvoir exécutif à un gouvernement civil. Mais rien que la durée de la transition elle-même fait l'objet d'âpres débats. Alors que les militaires réclament 2 ans, les civils, eux, exigent le double. La question qui se pose, c'est est-ce que les militaires envisagent sérieusement, réellement, de remettre le pouvoir aux civils ? Alors, est-ce qu'on peut oser cette formule en disant qu'un militaire sans uniforme et qui se présente en tant que civil reste un militaire ou est un civil ? C'est vraiment la question qui va se poser au Soudan, à vrai dire. Je vois pas l'armée lâcher le pouvoir, en tout cas pas de cette manière-là, et pas avec la pression internationale, une pression aussi faible qu'aujourd'hui. D'accord avec ça, Louis ? Oui, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. L'exemple de la Tunisie qui a réussi sa révolution, mais ne réussit pas à en sortir, en a échaudé plus d'un, à commencer par l'Égypte. Et le Soudan, qui voit ce qui se produit là-bas, n'a pas besoin de lâcher la bride. Et puis, il ne faut pas oublier, le Soudan a été quand même longtemps administré à la fois par l'Angleterre, mais surtout par l'Égypte. Et donc, les 2 armées ont une relation quasi fusionnelle. Ce sont des armées quasiment siamoises. Et donc, dans leur ADN, il y a beaucoup d'atomes crochus qui permettent qu'ils s'échangent des expériences et qu'ils se fassent la courte échelle. N'oublions quand même pas que le président exécutif de l'Union africaine aujourd'hui, c'est le président égyptien. Et qu'à ce titre-là,
même si les relations ne sont pas conflictuelles avec le président de la Commission de l'Union africaine, il a quand même son mot à dire. Et les ultimatums de l'Union africaine, on en a entendu quelques-uns ces derniers temps. C'était d'abord par rapport à la condamnation du coup d'État en Égypte. On a vu ce que ça a donné. Par rapport à la condamnation de l'élection en RDC, on a vu ce que ça a donné également. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à se faire par rapport à la menace diplomatique que constituent les ultimatums de l'Union africaine. Sabine, je vous vois trépigner. C'est presque ridicule. Enfin, l'Union africaine émet des avis comme ça, des ultimatums qui n'ont aucun poids sur des situations qui gênent une partie de ses propres dirigeants, en fait, puisque l'Afrique centrale reste, elle aussi, régressive dans les progrès vers la démocratie. Mais moi, ce qui me frappe, c'est vraiment la détermination du peuple, qui est rare, en fait. Ça fait depuis le 19 décembre que les Soudanais sont dans la rue. C'est spectaculaire et remarquable. Je pense que le Soudan est en train de vivre une page d'histoire complètement cruciale. Et évidemment, comme dans toutes les périodes révolutionnaires, il y a d'un côté la peur du vide, du côté des tenants de l'ancien pouvoir, de l'ancien régime, et de l'autre côté, une aspiration tellement forte qu'il va falloir à un moment céder. Moi, je ne suis pas sûre que les militaires sortent forcément gagnants du rapport de force, vu la détermination qu'on peut voir dans les rues de Khartoum. Ouais, je pense qu'ils sortiront gagnants pour une raison simple, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où, il ne faut pas oublier, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le prix du pain qui avait augmenté. La contestation, c'est ce qui a fait sortir les Soudanais dans la rue, et ce qui a conduit en fait à évincer Omar el-Béchir qui était là depuis 3 décennies. C'est vraiment l'élément qui a permis, l'élément détonateur qui a fait que la crise prenne l'ampleur que nous les connaissons aujourd'hui. C'est l'étincelle, Louis. Il y avait une accumulation de frustration depuis longtemps. On voit bien que le peuple soudanais aspire à tourner la page de 30 ans de férule militaire avec un président complètement discrédité sur la scène internationale, un paria contre lequel il y avait un mandat de la Cour pénale internationale. Peut-être que la Cour pénale internationale s'est elle aussi discréditée en émettant un mandat d'arrêt contre un président en exercice. Mais tout de même, je veux dire, on ne peut pas oublier le Darfour, on ne peut pas oublier des milliers de morts et les crises politiques qu'a traversé le Soudan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourra facilement avoir le cas égyptien se reproduire au Soudan. C'est-à-dire, même si les militaires tombaient là aujourd'hui en moins de 2 ans, il n'est pas exclu qu'à la prochaine élection, ils reprennent la main d'une autre manière. La formule m'a bien plu tout à l'heure. Un militaire, même sans tenue, reste un militaire. Et donc, ce qui risque de se produire, c'est cela. C'est que le pays a quand même souffert de la crise économique parce qu'on l'a privé d'une partie de son territoire, le Soudan du Sud, qui représentait une manne financière par le pétrole très importante. Donc, civil ou militaire, on aura à gérer ce problème-là. Il n'y aura pas davantage d'argent, mais les gens auront davantage de revendications sur le plan social et économique. Je vous laisse répondre et ensuite Patrick. Moi, j'aimerais dire qu'il y a militaires et militaires, parce que dans l'histoire de l'Afrique, il y a quand même des militaires qui ont sauvé ou instauré même la démocratie. Quand on voit Mais bien sûr que oui, ATT au Bénin, c'est lui qui a... Au Mali. Au Mali, oui, pardon. ATT au Mali, c'est lui qui a précipité le renversement de Moussa Traoré en 91, après la répression massive de manifestations étudiantes. Et il y avait là aussi une volonté énorme du peuple de tourner une page. Il y a d'autres militaires comme Olusegun Obasanjo qui a donné l'exemple en rendant le pouvoir aux civils au Nigeria. Il est devenu ensuite président lui-même sous des habits civils et il ne s'est pas du tout comporté comme un militaire, il s'est comporté comme un vrai démocrate et il a largement contribué à construire un début de démocratie au Nigeria. Patrick ? Moi, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas sur l'expérience égyptienne, effectivement, c'est, et je pense que le Soudan est sur cette voie-là également, c'est que les militaires se sont retirés parce qu'ils voulaient faire de l'ordre avec les Moubarak, les affairistes à une certaine époque, mais que les militaires sont toujours là, puisque les militaires, c'est le pays. Et je pense que le Soudan n'est pas une exception à ça. Les militaires sont là. Ça ne veut pas dire que l'armée est forcément négative, va empêcher la démocratie ou empêcher les gens de manifester parce qu'ils ont faim, parce qu'effectivement, c'est des manifestations de la faim. Les gens ont faim, comme on a pu le voir en Syrie, qu'on a pu le voir en Égypte ou dans d'autres pays. Mais quand on prend l'exemple algérien, quand on prend l'exemple, alors comparaison n'est pas raison, on est d'accord, syrien ou autre, à chaque fois qu'on a parlé de printemps arabe ou de printemps en général, l'armée est revenue en force derrière, soit pour mettre de l'ordre, soit pour restructurer, soit pour à un moment donné effectivement transmettre une partie du pouvoir, mais ça s'est toujours terminé de cette manière-là, parce que la seule structure finalement qui a les moyens
de diriger et de structurer un pays, de le projeter dans l'avenir, dans cette région-là du monde, en tout cas au Soudan et en Égypte, parce que j'ai pas mal connu et traversé la problématique égyptienne à l'époque, c'était l'armée, de toute manière. L'Égypte, on va s'arrêter un petit peu sur le cas de l'Égypte, parce qu'il y a on va dire, une expérience démocratique qui se passe au Soudan. Est-ce que l'Égypte, éventuellement, ça peut la contrarier, ce qui se passe au Soudan? Ça ne la contrarie pas, mais les enjeux sont multiples pour l'Égypte. Tout d'abord, sur le plan diplomatique, au niveau du continent africain, l'Égypte est le siège de la conférence des États islamiques. Donc, c'est très important pour elle de pouvoir avoir une position là-dessus. Et le Soudan est quand même l'une des plus grandes bibliothèques arabes que l'on a. Et elle est sur le continent africain, c'est un voisin de l'Égypte. Pour l'Égypte également, il y a l'enjeu des migrations. Et c'est une route migratoire également, le Soudan. L'Union européenne ne s'y est pas trompée puisqu'elle a signé des accords avec le Soudan pour retenir certains migrants qui passaient par là. De l'autre côté, pour l'Égypte aussi, il ne faut pas oublier que la problématique de l'islamisme se pose en Libye, mais se pose également au Soudan. Donc il est question de ne pas avoir deux feux à gérer en même temps, avec et la Libye qui n'est plus un État et le Soudan qui tomberait également dans une situation de non-État. Mais si je posais la question, c'est évidemment aussi en référence au référendum qui devrait permettre à Abdel Fattah al-Sisi de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030. Une expérience un peu trop démocratique à la frontière sud, est-ce que ça peut déranger Abdel Fattah al-Sisi? Et est-ce que, indirectement, il pourrait intervenir? J'ai pas l'impression, mais je crois que ces pays ont une conscience claire de vivre des moments d'histoire qui sont évidemment troublés. Tous les moments révolutionnaires on ne peut pas dire que ce soit terminé par une reprise en main des militaires. C'est pas terminé du tout. Ça prend beaucoup de temps de construire des partis politiques, des mouvements politiques, etc. Je pense qu'il faut sortir du temps court du média ou de l'analyse journalistique pour regarder les processus un peu plus sur le long terme et penser que ça va jouer maintenant dans les 30 ans à venir. Quant au souci de l'Égypte par rapport au Soudan, je ne suis pas sûre que ce soit très central. Moi, je pense qu'ils ont quand même besoin... Pardon, je suis en train de... Non, je crois que pour l'Égypte, c'est aussi important parce que l'armée égyptienne a beaucoup de moyens. Elle a les moyens aujourd'hui d'entretenir à la fois une guerre, mais également une paix. Et je pense qu'elle a intérêt à financer la paix au Soudan et qu'elle le fera avec les Chinois et tous les autres partenaires qui aujourd'hui au Soudan, puisque rappelons-le, le Soudan est sous embargo. Il faut quand même le dire, et que c'est la collaboration des États du Golfe, des États comme la Chine et d'autres voisins comme l'Égypte, qui permet au Soudan de garder la tête hors de l'eau. Donc je pense que l'armée égyptienne va s'impliquer de façon lourde mais discrète dans le financement pour que le Soudan ne perde pas son statut de pays respectable. Patrick, d'un mot pour conclure. Oui, le risque islamiste est aussi central dans cette problématique-là, et on le voit aussi avec les efforts américains pour lutter contre notamment l'islamisme en Afrique. Et on voit aussi le souci qu'ont les pays du Golfe, qui voient quand même qui verraient d'un mauvais œil le Soudan tomber dans un régime peut-être islamiste fort, enfin on parle toujours d'Al-Qaïda ou de Daesh. Disons que ça peut poser un certain nombre de problèmes stratégiques, géostratégiques, géopolitiques également. Et c'est vrai que l'Égypte, pour elle, c'est la frontière sud, quoi. Disons que je vois pas les Égyptiens laisser ce pays tomber à volo, mais enfin bon. On a eu pas mal de surprises avec l'Égypte ces dernières années. Peut-être juste une dernière question, en effet, avant de conclure. La transition, vous la voyez arriver comment? Vous parlez d'un temps long, qui n'est pas le temps journalistique, qui n'est pas le temps... Voilà. Comment vous voyez les choses se dérouler? Le scénario idéal pour le Soudan? Franchement, je ne suis pas Madame Soleil. Mais on peut imaginer des scénarios qui peuvent mieux se passer que d'autres. Mais je pense que les mouvements politiques, c'est surtout des phases d'exaspération sur un temps long aussi. Je veux dire, Omar el-Béchir est resté 30 ans au pouvoir. Et il a imposé à son pays une chape de plomb. Les Soudanais ont été longtemps malheureux. Est-ce qu'il n'y a pas une aspiration à autre chose qui va prédominer? Après, on peut fantasmer sur tous les risques qu'il peut y avoir au Soudan, mais moi, je suis convaincue que sur le continent, de manière transversale, il y a une aspiration à la démocratie qui va dans le sens de l'histoire et qui est fondamentale et qui ne pourra pas s'arrêter. Et on va y revenir, on y reviendra, puisque vous parlez d'un temps long, c'est ce qu'on fait aussi à Kiosque. On va continuer à suivre ce dossier, cette thématique. Évidemment, ce qui se passe au Soudan est très intéressant à regarder.
On retrouve maintenant depuis Tokyo Georges Baumgartner. Bonjour, vous êtes le correspondant de la radio et télévision suisse et sous le nom de Frédéric Charles de RFI Radio France Internationale. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Tokyo. Bienvenue dans Kiosque, évidemment. Et puis, bienvenue à vous aussi dans l'ère de la belle harmonie. Cette semaine, l'ère Reiwa a succédé à l'ère Heisei. Le fils a succédé à son père sur le trône du chrysanthème. On va en parler avec vous. 2 cérémonies sobres, protocolaires, de quelques minutes seulement. Voilà, Naruhito est devenu le 126e empereur de la plus ancienne dynastie au monde. Depuis 2 siècles, on n'avait pas vu ça, une abdication et non un décès pour accueillir une nouvelle ère et un nouvel empereur. Georges, vous vivez au Japon depuis plus de 30 ans, c'est donc votre 2e changement d'ère, on va dire. Comment les Japonais vivent-ils ce moment ? Oh, c'est un moment relativement heureux. Ce changement d'air pose aussi un casse-tête, car tous les documents de la vie intérieure japonaise sont datés en fonction du règne d'un empereur. Il faut donc modifier les systèmes informatiques, remettre le calendrier à zéro, plutôt à la première année de la nouvelle ère Reiwa. Et le gouvernement met en garde en ce moment contre un risque de bug informatique comme l'an 2000, au moment du passage en l'an 2000 pour l'Occident. Est-ce qu'au niveau de la société japonaise, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un sentiment, ce que je disais tout à l'heure, hein, l'empereur précédent n'est pas décédé, c'est une abdication. Est-ce qu'il y a un sentiment de joie au Japon ? Parce qu'on sait qu'il y a 10 jours de congés qui ont été attribués. Est-ce que c'est la fête au Japon ? La fête, je ne sais pas, mais cette abdication, bien sûr, elle intervient non pas comme d'habitude à la mort où ce passage à une nouvelle ère n'intervient pas comme d'habitude au moment de la mort d'un empereur. Vous avez cet empereur Akihito qui a pris le courage de demander au gouvernement de bien vouloir le laisser prendre sa retraite. Dans la loi de la maison impériale japonaise, aucun élément ne prévoit une telle chose, une abdication de l'empereur. Longtemps, le gouvernement a ignoré le souhait de l'empereur, car pour la droite nationaliste au pouvoir en ce moment, l'empereur est censé incarner la continuité de l'histoire japonaise jusqu'à son dernier souffle. D'ailleurs, ce qui s'est passé à son père en 1989, l'empereur Akihito avait été divinisé de son vivant, maintenu artificiellement en vie par la maison impériale qui gère les affaires de la famille impériale, car les bureaucrates de la maison impériale ne pouvaient pas accepter la mort de Dieu. Akihito n'a pas voulu finir comme lui, il a pu devenir un citoyen comme les autres, ou presque, bénéficier d'un droit à la retraite. Il l'obtient, mais il a fallu qu'il intervienne personnellement à la télévision, chose très rare, pour persuader le gouvernement de l'autoriser à partir. Il aurait souhaité aussi que ses successeurs puissent obtenir le droit à la retraite. Ils ne l'ont pas obtenu. On va continuer à en parler avec vous, Georges, mais avant ça, je veux bien vous entendre les uns et les autres, parce que c'est vrai que ça paraît assez loin de ce qu'on connaît en Europe. Patrick, qu'est-ce que ça vous évoque comme Moi, je trouve ça très vaticaniste. C'est très Vatican, hein, Vatican-like. Donc, il y a 2 papes, 2 empereurs. Enfin, effectivement, ça donne presque envie, cette transition démocratique, si tant est qu'on puisse parler de démocratie dans ce domaine-là. Et dans le calme, dans la sérénité, fait presque envie quand on voit certains pays, les difficultés de certains pays à vivre ces transitions-là. Sabine ? Ça fait rêver, c'est ordonné, c'est propre, il n'y a pas de contestation, tout est réglé comme du papier à musique. Et ce qui me frappe, c'est que le Japon vit son
son identité de nation depuis très longtemps. Et cette institution qu'est l'empereur est aussi un fondement de la nation japonaise qui est plus que durable. Oui. Et je crois qu'il y a deux enjeux par rapport à cette maison, cette institution qu'est la maison impériale. Le premier, c'est la remise en question par rapport à son échec face à la guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale. Personne ne revient là-dessus. Je pensais que ce serait une occasion également d'ouvrir les archives et de faire en quelque sorte le bilan de ce qu'a été l'implication de l'empereur dans la réussite ou l'échec du Japon, peu importe comment on appellera cela, pendant la guerre. C'est un sujet qui reste tabou au Japon. Le deuxième enjeu, c'est par rapport à la place de la femme. On ne voit pas beaucoup de femmes dans cette transition. On ne les voit même pas du tout par rapport à la maison impériale. Et je crois que c'est un enjeu qui va être également très important parce qu'au Japon, comme en Chine et comme partout dans le monde, les femmes prennent de plus en plus de la place démographiquement et il faudra leur faire de la place dans les appareils de décision, y compris au niveau de la maison impériale. Je me tourne vers vous, Georges, parce que je crois que Louis a pointé du doigt un certain nombre de problématiques qui sont des défis aujourd'hui pour le Japon. L'un d'entre eux, c'est la démographie. L'autre, c'est la place des femmes. Est-ce que c'est bien résumé ? En ce qui concerne la place des femmes, le Premier ministre Shinzo Abe a mis en œuvre une politique dite Womanomics. Il voulait faire briller les femmes, leur permettre à la fois de mener une carrière et d'avoir des enfants. Mais il y a toujours une pénurie de crèches au Japon. Et cette politique est dans une large mesure un échec. Toutefois, les femmes japonaises, maintenant, 64% d'entre elles, sinon plus, travaillent, alors qu'il y a une quinzaine d'années, à peine 50% d'entre elles travaillaient, elles restaient au foyer. Le problème est que ces femmes sont souvent mieux diplômées que les hommes, mais n'ont pas d'ambition sur le plan professionnel, et quand elles reprennent le travail, c'est à titre temporaire. Maintenant, des discriminations envers les femmes qui travaillent, il y en a. L'un des scandales les plus retentissants ces derniers mois a été celui des écoles médicales japonaises qui pénalisaient les femmes qui participaient au concours d'entrée de ces examens en se montrant beaucoup plus sévères dans leurs notes qu'envers les hommes. Ce scandale couvait depuis des décennies et il apparaît sur la place publique seulement aujourd'hui. Donc, dans une certaine mesure, il y a tout de même progrès. Il y a quand même de nombreux défis que vous pointiez du doigt. Est-ce que le Japon, qui est le berceau de la plus ancienne dynastie au monde, doit se moderniser, se réinventer, au risque de disparaître petit à petit? Évidemment, la démographie, mais peut-être pas que. Je crois que le Japon a connu ces 30 dernières années sous le règne de l'empereur précédent, l'ère Heisei, des moments tourmentés, le krach boursier de 1990, les banques qui ont dû éponger pendant 3 décennies dites perdues leurs pertes, le tremblement de terre de Kobe en 1995, suivi de l'attaque aux sarins dans le gaz de métro par la secte O, mais surtout le séisme de 2011, suivi d'un tsunami géant et de l'accident nucléaire de Fukushima. Toutes ces épreuves, le Japon les a surmontées sans doute mieux qu'on le croit en Occident. Les entreprises japonaises se sont énormément restructurées. Elles sont aujourd'hui très productives. Le Japon reste le premier pays créditeur au monde. Son épargne est la plus abondante du globe. Ces entreprises coulent sous les liquidités. Et je pense qu'ils peuvent faire face à cette démographie catastrophique. Il ne faut pas oublier que 8 ans, la population diminue et ces 10 prochaines années, le Japon pourrait perdre l'équivalent chaque année d'une de ces villes de taille moyenne de l'ordre de 400 000 habitants. Louis, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que l'Agence japonaise de coopération au développement aide beaucoup le continent africain, aide les pays africains au développement. C'est une coopération aujourd'hui qui est quelque chose de très important pour le Japon, en rivalité avec la Chine, en rivalité avec la Corée, en rivalité avec tous les autres partenaires, les États-Unis et d'autres pays. Et malheureusement, du point de vue du multiculturalisme,
on ne peut pas dire que le Japon soit la terre sur laquelle on excelle dans le multiculturalisme. Il est très difficile de devenir japonais, il est très difficile de s'installer au Japon pour les étrangers, et notamment les Africains. Et puis à côté de cela, il y a également le rapport à ses voisins. Je rappelle la Deuxième Guerre mondiale, j'en fais pas une fixation, mais si vous demandez aux Chinois et aux Coréens ce qu'ils pensent des Japonais, je pense qu'il y a quelque chose à régler encore. Les sanctuaires aujourd'hui que la droite japonaise continue d'honorer sont également des éléments de friction avec ses voisins. Et je pense que tout cela devra être réglé d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie de ce désir de modernisation qu'on devrait sentir au Japon. Je vous laisse répondre, Georges. Vous parlez de multiculturalisme. Le nouvel empereur, lorsqu'il étudiait à Cambridge, en Grande-Bretagne, dans sa chambre, il avait posé un poster de l'actrice américaine Brooke Shields. On ne peut pas encore imaginer que le Japon se donne une impératrice aux yeux bleus, c'est sûr, mais les Japonais sont parmi les peuples asiatiques ceux qui se mélangent le plus avec d'autres races. En ce qui concerne les rapports avec les pays voisins, l'empereur Akihito a sans doute fait beaucoup plus que tous les gouvernements japonais pour gagner leur confiance. Il a contre la volonté du gouvernement assisté pour visiter tous les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, se rendre dans tous les pays qui, au nom de son père, Hirohito, ont subi des atrocités pour exprimer ses remords et ses excuses. Et cette attitude de l'empereur Akihito est exceptionnelle. Patrick. Moi, j'ai aussi l'impression que, vu d'Europe, le Japon est un peu moins présent parce que la Chine a pris vraiment sa place en termes médiatiques, en termes économiques, en termes politiques, qu'avoir l'attitude aussi de la Suisse vis-à-vis notamment des Chinois, où on fait de l'aplaventrisme absolu, on envoie tous nos ministres continuellement. Enfin, voilà, la politique suisse est assez intéressante à ce niveau-là. On a beaucoup moins cette habitude avec les Japonais, mais je trouve qu'on est aussi sévère avec les Japonais. Au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un énorme travail qui a été réalisé sur la mémoire, peut-être pas assez encore, parce qu'on sait qu'il y a quand même eu des crimes de guerre enfin, il n'y a qu'à penser à Nankin, le massacre de Nankin et d'autres massacres qui ont été provoqués par l'armée japonaise. Mais le travail de mémoire est quand même est en route. Georges, on va conclure avec vous puisqu'on arrive au terme de l'émission. Est-ce que cette nouvelle ère, en fait, est synonyme d'un nouveau Japon, un Japon qui retrouve peut-être plus la place qu'on lui a connue jusqu'à il y a quelques années encore? Je crois que le Japon, depuis plusieurs années, sur le plan diplomatique, affiche une plus grande visibilité. Il ne faut pas oublier que le Japon est le seul pays démocratique dans la région Asie-Pacifique. Le Japon se rapproche maintenant de la Chine, compte tenu de l'imprévisibilité du président américain Trump à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'est la Chine qui fait peur, alors qu'il y a 30 ans, c'était le Japon qui rachetait les studios d'Hollywood et d'autres symboles de la culture populaire américaine. Mais ça reste la troisième économie au monde, loin devant celle de l'Allemagne. Il a d'énormes problèmes avec sa démographie, mais il est en train de s'ouvrir à l'immigration. Il s'est doté de nouvelles lois qui vont permettre aux immigrés de venir travailler au Japon pendant au moins 5 ans, sinon 10 ans. Le Japon est forcé de s'ouvrir à l'immigration. Il a retenu toutes les expériences faites en Europe dans ce domaine. Je pense qu'il va montrer une nouvelle. Il est en train déjà de démontrer maintenant une nouvelle énergie. Merci beaucoup. Merci infiniment, Georges, de nous avoir consacré une partie de votre soirée depuis Tokyo en ce vendredi soir. Je vous dis à très bientôt. On va conclure, et puis l'enchaînement, vous allez voir, est assez facile. On va conclure avec la semaine de dilemme. Qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité? Et justement, à propos du Japon, l'empereur abdique en faveur de son fils. Tiens, dit Akihito à Naruhito en lui tendant le disque rouge du drapeau qui représente la déesse Shinto du soleil. Au Venezuela, on en parlait. Juan Guaido rassure ses troupes. L'armée est derrière moi, proclame le président autoproclamé. Et en effet, juste derrière lui, un militaire, arme au poing, qui attend les consignes du président contesté, Nicolás Maduro.
En Espagne, l'extrême droite entre au Parlement. L'exhumation de Franco a déjà commencé, s'inquiète cet électeur face à une urne d'où sort la main de l'ancien dictateur. Et puis première apparition d'Aboubacar al-Baghdadi en 5 ans, c'est comme s'il n'avait jamais été mort, se réjouit ce djihadiste du groupe État islamique fidèle à son chef. Et enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Fake news dénonce ce militaire autocrate. Heureusement qu'il y a kiosque et heureusement qu'il y a les kiosqueurs. Merci à Dilem, merci à vous et merci à vous qui nous regardez aux 4 coins de la planète. Je vous dis à vendredi prochain, d'ici là sur les réseaux sociaux.